passer un bon moment ensemble. Alors, comment définir un positionnement unique et compétitif? Alors, juste avant, sur le positionnement de la conférence, nous, on est unique et compétitif parce qu'on a un super jeu concours. Vous pouvez participer si vous le souhaitez, il n'y a rien d'obligatoire. Et donc, dans ce jeu concours, il y a 6 lots à gagner. Donc, on a le livre du blogueur, avec, d'ailleurs, c'est un kit créateur que tu offres, Lingen. Donc, c'est le livre qui est là, montre-le, montre-le. Voilà, le livre, avec une formation en ligne. On a le livre de Fred de Gross Hacking. On a le livre de Selma, Internet, une table pour deux. On a, alors attends, bouge pas, un accès privilégié en tant qu'entreprise à l'annuaire des pépites tech chez Adrien. Chez Jordan, on a une formation en ligne justement pour trouver le job idéal à coup sûr, puisque Jordan, il est coach en reconversion. Je sais que je suis. Et chez moi, on a une formation vidéo, les secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc, vous pouvez jouer tout le long de la conférence, sachant que je vous donne cette URL qu'une seule fois, donc il va falloir bien la retenir. On a déjà 46 personnes qui ont participé. On fera le tirage au sort vers la fin de la conf. On est bon? Vous avez tous chopé l'URL? Non? On peut jouer nous ou pas? Tu as tellement bien vendu. Non, c'est interdit. C'est interdit pour les intervenants. Alors, on va se présenter un petit peu. Je vais avoir du mal avec le micro. Est-ce que vous m'entendez là? Donc, moi c'est Morgane Février. Donc j'accompagne les entrepreneurs à créer un business rentable et qui leur ressemble. J'ai créé le Web Entrepreneur Day, j'ai créé le Sommet Entreprendre Féminin. Voilà, j'anime aussi comme ça des conférences. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer cette conférence sur la différenciation avec des experts absolument géniaux qui sont... Il n'y a que moi sur la conférence. Attendez, bougez pas, j'ai un problème de sa tête, mais ça va bien se passer. C'est bon. Donc, nous avons en bout de table là-bas, Monsieur Jordan Zanguenet, qui est notre expert en reconversion professionnelle, mais pas que. Il a donc le site oserbriller.com, il a une super chaîne YouTube et il s'occupe aussi des cas, des multipotentiels qui sont des cas vraiment très complexes. Je suppose qu'il y en a dans cette salle parce qu'il y en a très très souvent parmi les entrepreneurs. Jordan, est-ce que tu peux dire un petit mot? Bonjour. Ok. Ensuite, nous avons Selma Paeva, donc, qui est l'auteur d'Internet est une table pour deux, le marketing autrement. Donc Selma, elle est notre experte content marketing, on va dire marketing de contenu particulièrement. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot, Selma? Bonjour. Bon, je vais arrêter de leur donner la parole, je vais continuer la conférence moi-même. Ça vous dérange pas trop? Donc, non, mais je voulais avoir un petit mot à dire, oui, sur le content marketing. Donc, c'est le marketing de contenu. On ne va pas parler aujourd'hui des différents types de contenus parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut publier sur le web en fonction de ce qu'on aime faire, de ses talents en particulier. Certains, ça peut être chaîne YouTube, ça peut être blog, etc. En revanche, chaque contenu que vous décidez de publier, chaque canal que vous décidez de privilégier va servir à votre positionnement. Donc, si vous avez après des questions complémentaires à tout ce qu'on a à vous apporter aujourd'hui, on pourra spécifier en fonction des types de contenus qui vous intéressent, si vous avez des questions là-dessus. Merci. Merci Selma. Ensuite, nous avons à sa droite Frédéric Canevet. Oui, vas-y. Allez. Bonjour à tous, Frédéric Canevet, je suis product manager, web marketer, plutôt dans le B2B. Donc, si vous vendez à des entreprises, j'essaierai de vous donner quelques petits conseils. Et j'ai écrit donc un bouquin, le Gross Hacking, qui s'adresse en fait aux gens qui veulent des méthodes un peu astucieuses pour aller gagner des parts de marché, fidéliser ses clients et prospecter. Merci Fred. Nous avons ensuite Linkancia. Bonjour à tous, donc moi j'aide les entrepreneurs comme Morgane à créer et développer un business en ligne rentable et autour de leur passion, donc sur Internet. Et voilà, je suis l'auteur du guide du blogueur.
Et tu avais une petite offre que j'ai mis là sur la slide. Oui, pour le kit du créateur. Alors oui, j'offre une session de coaching gratuit. Le mieux, c'est que vous venez me voir, moi ou mon assistant Maxime, voilà, à la fin de la session. Ou sinon, on vous parlera aussi de la possibilité d'avoir ce livre dans le cadre d'un pack. Voilà. Merci Lingen. Ensuite, nous avons Adrien Chaltiel. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis entrepreneur. J'ai créé plusieurs plateformes, notamment ces dernières années dans l'entrepreneuriat et le financement. Et nous, on est passionnés par les startups et l'écosystème de la création, où on aide aussi les entrepreneurs à faire beaucoup avec peu de moyens et du coup à incarner leur marque, les dirigeantes et dirigeants eux-mêmes pour incarner leur marque le mieux possible pour se faire connaître. Parce que quand on est une startup et qu'on démarre, c'est un petit peu difficile. Merci Adrien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment donc définir un positionnement unique et compétitif? Et donc avant, je vous propose qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que c'est un positionnement? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent déjà ce que c'est? Ah, on va avoir du boulot. Hein. Donc j'espère que vous avez bien préparé ça. Et pour cette question-là, on va voir ça avec Selma et Jordan. Donc Selma, tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Donc, votre positionnement, la manière dont on est positionné, c'est en fait la manière dont on est vu. Donc c'est tout un travail, en fait un peu un exercice pour réussir à se voir, mais de l'autre bout de la lorgnette. Comment est-ce qu'on est vu par ses clients potentiels, ses collègues aussi, ou les collègues qu'on a envie d'avoir, parce qu'on pense souvent à un positionnement pour attirer des clients, mais il n'y a pas que les clients qu'on attire directement, on peut les attirer, vous allez les attirer aussi indirectement via des partenaires, via les gens avec qui vous intervenez, via les gens avec qui vous travaillez, donc il y a aussi l'image, votre image perçue aux yeux de vos collègues, de vos partenaires, et il y a aussi la manière dont vous êtes perçu de manière plus, on va dire comme institutionnelle, c'est-à-dire que si vous voulez passer à la radio, être publié dans la presse, être cité dans des articles, les sites, les webzines, les magazines dans lesquels vous voulez apparaître, quelle est l'image que vous voulez avoir aux yeux de ces gens-là. Donc, ce qui se passe, c'est que de toute façon, on a un positionnement. Alors, de toute façon, on est vu d'une certaine manière, donc soit cette manière-là va vraiment correspondre à une image claire, nette et précise parce qu'on l'aura travaillé en amont, soit ça va être un positionnement par défaut. Et quand on a un positionnement par défaut, il y a souvent un décalage du coup entre la manière dont on voudrait être perçu et la manière dont on l'est réellement. Je ne sais pas si j'empiète là un peu sur ce dont on va parler tout à l'heure, mais ce qui peut causer des problèmes de... pas forcément attirer les bonnes personnes avec qui on veut travailler, pas forcément être invité sur les sujets sur lesquels on a envie d'être invité. On peut aussi avoir du coup des pricing qui ne correspondent pas. Souvent quand on nous dit par exemple c'est trop cher, c'est qu'en fait on ne fait pas passer le bon message aux bonnes personnes. Donc travailler sur son positionnement, c'est ça, justement via son contenu par exemple, de vraiment faire passer le bon message aux bonnes personnes, ce qui permet de fluidifier la visibilité, les contacts, les demandes. Au lieu d'être en train de trier, on a directement, c'est pas, on n'a pas de formule magique, mais je dirais 9 propositions sur 10, 9 clients sur 10, ça va être les bons clients pour vous, les bons partenaires, les bonnes invitations. Est-ce que vous voulez dire autre chose par rapport à ça? Oui, pour que votre positionnement soit clair, on en revient à ta question du début, qui était comment est-ce qu'on fait pour se démarquer. C'est qu'aujourd'hui, parce que des fois on dit aujourd'hui, en fait mon secteur il est vachement concurrentiel. Mais montrez-moi un secteur qui n'est pas concurrentiel aujourd'hui. Il n'y en a plus, mais ça peut être c'est aussi, je pense qu'on aime tous voir ça aussi comme une bonne chose, c'est que pour faire la différence, il faut faire la différence par rapport à quelque chose. Donc, ça va être le travail de votre positionnement, de donner la réponse à cette question. En quoi, chez vous, c'est différent, pas en quoi c'est mieux, parce que c'est pas forcément mieux, c'est super subjectif, ça dépend vraiment du client, du collègue, etc. Mais en quoi c'est différent. Et sur ce, je vais laisser la parole à Jordan. Merci. Que dire de plus par rapport à ce que tu viens de dire? En fait, le positionnement, c'est la première chose que
clarifier et définir de manière à ce que votre communication aussi soit, il y ait les résultats escomptés. Au tout début, moi je vais être transparent avec vous, au tout début, je me suis lancé, mon positionnement il n'était pas clair et j'attirais tout et n'importe quoi. Donc, je vous évite les exemples que j'ai pu recevoir dans les demandes. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, avec qui j'ai envie de travailler, quoi. En fait, pour donner une définition assez courte du positionnement, vous devez vous poser la question, ok, qu'est-ce que je propose et à qui? Qu'est-ce que vous proposez à qui? Et déjà ça, vous aurez de la matière pour pouvoir la travailler. Donc après, que dire de plus par rapport à ce que tu as déjà dit, d'où le fait que si vous avez bien travaillé votre positionnement, vous attirez des personnes avec qui vous avez envie de travailler. Donc le positionnement, c'est vraiment quelque chose que vous devez voir au départ. Là, il y avait plusieurs personnes dans la salle qui sont au niveau de l'idée. Et en fait, vous devez aussi être au niveau du positionnement très très rapidement, juste après l'idée. On est d'accord? Donc à retenir là, sur ce qu'on vient de dire, le positionnement, ça va vous aider à vous démarquer de la concurrence. Il doit être hyper clair, hyper précis pour vos prospects. C'est ce que disaient Selma et Jordan. Vous devez savoir à qui vous vous adressez, pourquoi, qu'est-ce que vous proposez exactement. Et il va permettre aussi de démontrer votre expertise, votre valeur sur un sujet précis. Ceux qui se présentent en couteau suisse, c'est pas une bonne idée. Vous avez peut-être plusieurs expertises, tous ceux qui sont là parmi les intervenants, ils savent faire plein de choses. Ils ont des expertises, là on a des grosses expertises sur le web marketing dans ce groupe-là. Et là, vous voyez, depuis tout à l'heure, on n'a pas encore vraiment parlé web marketing. Mais c'est une expertise qu'ils ont. Ils ne se présentent pas en couteau suisse. Donc ça, c'est important. Il faut que vous choisissiez une ligne. Alors, par où commencer pour faire ça? Par où commencer? On va voir ça avec Frédéric, avec Lingen et avec Adrien. Alors Adrien, est-ce que tu veux prendre la parole sur, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est un positionnement, comment on fait, par où on commence? Oui, complètement. Déjà, je trouve que le positionnement, c'est quelque chose, c'est une question qui ne se pose pas que au début. Donc on dit par où commencer, mais c'est quelque chose qui doit rester dans votre questionnement tout au long de la vie du projet et de son évolution, puisque le positionnement, il peut évoluer. Donc maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même bien commencer quelque part. Il faut, quand on crée un projet, quel qu'il soit, même si on est seul, à plusieurs, qu'on s'associe, que c'est une entreprise, que c'est une expérience individuelle ou d'indépendant, la question du positionnement, c'est d'abord de se positionner soi-même sur pourquoi je me lance moi-même, quelles sont les valeurs, pourquoi j'ai créé ce projet-là. Et grâce à ça, c'est quel type, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, les questions à se poser, c'est quel type d'intervenant ou quel type de personne avec qui je veux travailler. Donc généralement, il faut prendre les personnes qui ont les mêmes valeurs ou déjà pour lancer le projet. Et puis ensuite, quel type de clientèle je vais aller chercher, c'est pas s'éparpiller, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc c'est la première chose à commencer, c'est se poser ces questions. Maintenant qu'on l'a fait et qu'on connaît son positionnement, encore une fois, ça veut dire qu'il n'est pas du tout fini, il n'est pas terminé. D'ailleurs, on fait souvent des erreurs au début, on se dit ah tiens, je pensais que j'allais aller vers ce type de clientèle, et au final, je me suis rendu compte que les personnes les plus adaptées pour moi, c'était plutôt ce type de clientèle. Donc il faut vraiment être ouvert d'esprit et se dire qu'il faut faire évoluer ce positionnement. Mais en tout cas, une fois qu'on a commencé à le déterminer, par où commencer, c'est vraiment déterminer les canaux que vous allez utiliser pour toucher votre cible. Et là, ils peuvent être tout à fait différents en fonction de qui vous êtes, dans quel écosystème vous naviguez, est-ce que ce serait plutôt sur les réseaux sociaux, est-ce que ce serait plutôt d'incarner une marque et puis de créer une chaîne pour communiquer sur soi-même et son activité. Ça peut être participer à des événements qui sont en lien avec votre activité. Enfin, il y a énormément de canaux ensuite qui sont très bien expliqués, que ce soit web ou même physique, pour atteindre votre cible. Et ensuite, c'est dérouler un plan stratégique. Donc moi, ce que je commencerai à dire, c'est vraiment de comprendre quels sont les canaux et ensuite de s'établir un plan et un planning, un rétro-planning pour utiliser ces canaux à bon escient, qui doivent aussi évoluer avec le temps, comme le positionnement. Je vais enchaîner. Alors moi, en fait, s'il y a 5 points à retenir, ça. La première, c'est compléter ce que tu viens de dire,
c'est qu'il faut que vous définissiez votre vision, votre mission et votre persona. La vision, c'est pourquoi en fait vous faites ça. Pourquoi vous lancez une entreprise de coaching. Pourquoi vous avez fait ça? Votre vision dans quelques années, ça va être quoi? Pourquoi les gens ils vont changer? Quel est l'environnement qui va changer? Et pourquoi ils ont besoin de vous en fait? Ça, c'est cette vision. Et grâce à ça, vous allez vous dire, voilà pourquoi je fais mon travail. Et voilà ce que je vais apporter comme valeur. La deuxième chose, là on a vu la vision, on va faire la mission. Alors la mission, par rapport à cette vision, c'est comment vous allez la mettre en œuvre. Votre mission, ça va être quoi? Évangéliser, montrer, etc., etc. Donc votre mission, on va dire, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je vais le faire. Ce que je pense dans les évolutions de la société, parmi mes clients, c'est ça, et donc je vais le mettre en application. Le dernier point, tu as dit, c'est le persona. Votre client type, c'est super important. Tu as dit, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. N'essayez de pas de vendre à tout le monde. Dites-vous, moi, mes clients, moi j'ai dit tout à l'heure, je m'adresse aux gens qui sont dans le B2B. C'est important de se dire quel est mon client, ça permet en fait d'éviter les dissonances. Parce que si vous dites j'essaye de choper tout le monde, quand vous allez parler sur votre page de vente, sur votre carte de visite, sur internet ou n'importe quoi, vous n'allez pas appuyer sur les bons mots, sur la bonne personne et ça ne fera pas réagir. C'est super super important de dire qui est mon client, ses problèmes, ses besoins, ce qui l'empêche de dormir la nuit, ses verbatim, etc. Verbatim, c'est ce qui dit oui. Donc ça c'est la première chose. Vision, mission, positionnement. Deuxième chose, c'est de croire à son offre. Une fois que normalement vous avez votre vision, votre mission et votre positionnement, vous savez que vous allez apporter quelque chose au client. Vous n'allez pas juste vendre un service, vous allez changer sa vie. Moi je suis dans le domaine des logiciels et je dis à mes commerciaux, quand vous vendez un logiciel, vous allez rendre service au client. Vous n'allez pas l'arnaquer, vous n'allez pas lui vendre un truc, ça va l'aider au quotidien. Si vous n'êtes pas persuadé de ça, ça se sentira. Donc vous devez vous-même être persuadé que vous allez apporter quelque chose. Si vous n'êtes pas persuadé, c'est que votre offre et votre positionnement n'est pas encore bon et vous devez retravailler. Troisième chose, essayez de ne pas casser les prix. C'est vraiment la tendance en fait qu'ont les nouveaux créateurs d'entreprise. Ils essaient de dire je vais vendre moins cher que les autres, comme ça les gens vont m'acheter. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut essayer de savoir comment on va apporter de la valeur, comme disait Selma il y a 2 secondes. Une petite idée, tiens, autour de la table, je ne vais pas demander à tout le monde, quel est le prix d'une bouteille d'eau? Miguel? 1 euro. 1 euro? 50 centimes. 50 centimes? Ça dépend où tu l'achètes. Ça dépend. 2,75 Voilà. J'ai payé des bouteilles d'eau, 5 $ à l'aéroport de... Voilà, c'est exactement ça. La valeur, c'est vous qui allez la fixer. Une bouteille d'eau, si vous l'achetez au supermarché, ça coûte 0,15 centimes. Si vous allez au distributeur, ça coûte 2 euros. Si vous êtes à l'aéroport, c'est 5 euros. Si vous êtes au restaurant, vous payez 15 euros. Si vous êtes dans un restaurant haut de gamme, vous allez payer encore plus cher. Donc dites-vous comment vous faites pour apporter un maximum de valeur. C'est ça qui est super, super important. Si vous buvez au robinet, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu pas très cher. Pas très cher. Tu payes l'eau quand même. Mais c'est vraiment pas cher. Donc comment vous pouvez passer de l'eau au robinet à la bouteille d'eau en verre, Perrier, Evian, etc. Le quatrième point, c'est faire la transformation. Vous devez en fait offrir une transformation à vos clients. C'est pas vendre juste votre service. Vous allez dire, voilà, mon client qui fait appel à moi, il va passer, je sais pas, de quelqu'un qui est démotivé, qui est tout seul et qui a du mal à avancer, à quelqu'un qui sera confiant et qui va être en forme physiquement et mentalement. C'est comme dans Mario Bros, où il prend un champignon, il fait un super gros bonhomme. Comment vous pouvez transformer quelqu'un de normal à quelqu'un qui va être un super héros d'entrepreneuriat? Et le dernier point, c'est les techniques en fait de positionnement. Alors il y en a plusieurs. Je vous parlerai par exemple du judo marketing. Le judo marketing, c'est par exemple expliquer pourquoi toutes les solutions qui ont été mises en place ne marchent plus et que votre solution va apporter la solution. Tous les créateurs d'entreprise n'arrivent pas, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas le bon mental, tout le monde se concentre sur les techniques, blablabla, c'est pas ça. C'est comme les gens en fait qui disent pour le régime, pourquoi en fait vous n'arrivez pas à perdre des kilos, c'est parce que vous n'avez pas acheté les plats avec je mange je sais plus quoi là, qui passe à la télé et donc on va vous aider, etc. Donc c'est comme j'aime, voilà. Eux je dis mais le problème c'est ça, nous en fait le problème c'était on va partir à l'inverse, on apporte une nouvelle solution. L'autre point, c'est un bouquin que je vous invite à lire, qui s'appelle en fait Océan Bleu. C'est comment on va se différencier des autres en enlevant des choses dans son offre, en supprimant des choses dans son offre, en augmentant des choses dans son offre. Par exemple, Free qui a révolutionné son marché, tout simplement, avec les opérateurs mobiles, parce qu'il n'y avait pas de boutique. Tout était sur Internet, c'était pas cher, c'était 9 euros, il n'y avait pas de forfait, etc. Donc définissez dans votre mix marketing ce que vous pouvez enlever, supprimer. Voilà. Déjà, j'aimerais vous dire de travailler sur ça, mais de ne pas complexer non plus. Par exemple, si aujourd'hui on me dit entrepreneuriat au féminin, je vais penser à Morgane,
qui incarne l'entrepreneuriat au féminin, mais qui aide les entrepreneurs femmes. Voilà, si vous êtes une femme, elle aura les outils aussi pour vous. Elle organise, elle vous dira ce qu'elle organise, des super trucs, des sommets et tout. Et en fait, son positionnement qui est de plus en plus par rapport aux femmes, je ne sais pas, ça l'empêche pas non plus de travailler avec les hommes. C'est que votre positionnement, c'est du marketing, mais vous n'êtes pas obligé, votre persona, votre avatar client, ça ne veut pas dire que vous excluez tous les autres. Okay, moi, si je veux travailler idéalement avec un homme de 39 ans qui vit en région parisienne, je ne vais pas exclure toutes les autres personnes. Donc, travaillez, prenez ça au sérieux, mais complexez pas non plus avec ça. C'était quelque chose que je voulais vous apporter. De manière pragmatique, j'ai envie de vous dire, quand on tape votre nom, prénom sur Google, qu'est-ce qu'on trouve? Okay. J'espère que vous n'appelez pas David Martin, mais si vous appelez David Martin, c'est un jeu très sympa pour vous parce qu'il va falloir vous positionner. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que quand votre nom, prénom apparaît, déjà si ça apparaît pas, à vous de faire un travail dessus, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que les gens voient de chez vous? Comment ils vont vous différencier de l'autre Jean-Martin? Jean-Martin artiste, Jean-Martin coach, voilà. Donc c'est quelque chose de basique, mais vous pouvez déjà commencer par ça pour les débutants. Moi, ma méthodologie, ce sera aussi de vous faire travailler sur la création de contenu comme Selma et tout le monde. J'encourage à fond sur le marketing de contenu. Parce que de manière naturelle, vous allez vous positionner. Moi, par exemple, j'enregistre des podcasts audio. C'est des émissions radio, vous pouvez faire des vidéos YouTube, des articles de blog, des publications sur Instagram. Mais plus vous allez créer du contenu, plus vous allez avoir une appétence pour certains sujets, une sensibilité pour d'autres. Plus vous allez interviewer des gens en créant du contenu, plus vous allez voir, j'aime bien interviewer ce genre de personnes. Et je vais même aller plus loin, si vous offrez du coaching gratuit, offrez du coaching gratuit ou des prestations gratuites à un maximum de gens au début, quand vous démarrez, et puis vous allez voir avec qui vous aimez travailler. Donc de manière naturelle, vous allez pouvoir vous positionner, parce que tout ne se fait pas avec un papier et un stylo. Il faut aller sur le terrain, c'est ça l'entrepreneuriat, et trouver ça en même temps, et puis travailler la théorie. Théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. Et puis le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est petit à petit d'utiliser des marques d'autorité. Vous voyez, on présente nos livres, nos cartes de visite, des témoignages clients, pourquoi on est apparu dans tel journal, dans telle interview. C'est pour vous valoriser. Et ça, c'est très important. Surtout, essayez de vous défaire de cette humilité française, de cette modestie française, qui est de « Ah, mais voilà, je suis pas meilleur que les autres, je veux pas mettre ma photo. » Vous voyez, moi, je suis très influencé par les Américains. Et clairement, pourquoi le business marche bien chez eux? Parce qu'ils n'hésitent pas à se vendre. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Plus vous arrivez à vous vendre, plus vous arrivez à vous mettre en valeur, à parler un peu de vous, à faire du storytelling, raconter des anecdotes, plus les gens vont se dire « Ah tiens, il y a des choses très bêtes. Tiens, lui, il aime le foot, moi aussi j'aime le foot, j'ai le choix entre deux coachs. Bon, allons vers le... » C'est très inconscient, mais voilà, n'hésitez pas aussi à faire un peu de storytelling. Merci Lingen. Et en effet, il y a un truc super important, c'est que tous dans cette salle en tant qu'entrepreneur, vous allez vendre. Et vous allez rester des gens bien, quand même. C'est important. C'est important de le dire, parce que c'est vraiment le truc. Un des pires trucs justement en plus en France, c'est qu'on a tous cette image de vendeurs de tapis, de vendeurs de voitures. Bon, non, en fait, vous êtes des entrepreneurs, vous allez vendre. Et vous allez faire du bien aux gens quand même, et vous allez rester des gens bien. Et je vais ajouter une chose par rapport effectivement à mon positionnement, ce que tu disais Lingen, qui est très juste, parce que je peux vous donner des statistiques. Donc moi je suis positionnée entrepreneuriat féminin, j'ai 60% de clients hommes quand même, et quand je fais le sommet virtuel entreprendre au féminin, j'ai 15% d'hommes qui s'inscrivent. Donc ça veut dire que au dernier sommet, on était 6000. Sur 6000 personnes, il y a plus de 600 hommes qui se sont inscrits. Donc vous voyez, c'est quelque chose... Donc moi. Est-ce que quelqu'un a une question justement sur par où commencer? Non.
tous timides. Allez, il n'y a pas de questions bêtes, tout ça. On est tous ensemble, on est tous dans la même galère. Bonjour à tous. En fait, vous dites qu'il faut cibler un seul service. Par exemple, moi, ça va être des prestations de service. Donc, par exemple, voilà, proposer quelque part un seul service. Sur toute la palette que j'ai. Mais du coup, comment faire pour que j'attire les clients qui seraient potentiels sur les autres services que je vais proposer? Évidemment, je peux en parler quand je vais avoir une clientèle, mais... Alors, vous proposez quoi comme service et quelles sont les différences? Comme ça permettra de trouver une meilleure idée. Par exemple, il va y avoir de la prestation de coiffure et maquillage événementiel, Ouais. mais il va y avoir aussi des ateliers cosmétiques. C'est, voilà, ouais, parce qu'en fait, l'événementiel, vous allez plutôt vous adresser à des professionnels ou des gens qui veulent se marier, etc. Voilà. Il va y avoir aussi des cours de maquillage et de coiffure pour les particuliers, mais aussi dans les entreprises. Ouais, ben, en fait, c'est pas du tout les mêmes interlocuteurs. En fait, c'est pour ça qu'il va falloir plutôt se dire qu'est-ce qui va marcher moi. Enfin, moi, mon idée, c'est qu'est-ce qui va marcher mieux. Parce que des marchés des entreprises et des marchés des particuliers, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes canaux, c'est pas le même budget, mais vous pouvez très bien vous dire comment je vais faire mes, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires que je vais faire tous les mois. Mes 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, est-ce que je vais essayer de vendre à 2-3 entreprises et des prestations chères, ou alors je vais essayer de devoir faire 30 clients dans le mois. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez mixer aussi un peu les deux. Mais quelle est vraiment la cible le plus importante? Et moi, ce que je conseille, c'est du test and learn. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Testez votre marché. Vous pouvez tester, par exemple, avec la pub Facebook Ads. Vous pouvez contacter quelques entreprises au téléphone. Testez au départ pour voir ce qui est le plus répondant. Vous dites, tiens, voilà, je suis une entreprise. Vous avez des contacts sur LinkedIn. Vous contactez des gens qui sont dans votre cible. Encore une fois, dans votre site d'entreprise, ce ne sera pas toutes les entreprises. Ce sera peut-être certaines entreprises très particulières. Et vous allez dire, ben voilà, je me présente, je fais ceci, cela, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous demandez des conseils. Ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, pourquoi? Vous allez découvrir les objections, et si tout le monde vous dit non, c'est pas bien pour telle chose, telle chose, vous allez soit modifier votre offre, soit vous dire, c'est pas pour moi. Pareil pour tout ce qui est pour les particuliers. Faites un test, grandeur nature, essayez quelques arguments, même avec, je sais pas, s'il y a des groupes Facebook dédiés à la mode ou la beauté, vous pouvez même faire un partenariat avec des gens qui sont influenceurs dans le domaine je sais pas, du mariage ou de la mode, et dites-leur, tiens, j'aimerais bien tester telle offre, et vous verrez très bien ce qui marchera mieux et ce qui sera le plus intéressant pour vous. Donc ça, en amont du positionnement. Alors, je pense que vous avez déjà une bonne idée de votre positionnement. Après, il y a une chose qui est importante, c'est la différenciation. On ne l'a pas indiqué ici, mais si vous dites, voilà, moi je fais du maquillage, ok, très bien. Mais si vous avez par exemple une spécialité en maquillage, par exemple, je ne sais pas, pour les personnes de couleur, ou quelqu'un qui veut se marier, enfin, un mariage gothique, j'en sais rien, ou, enfin voilà, il faut dire pourquoi vous, c'est l'unique selling proposition, pourquoi vous plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport à toutes les gens, toutes les personnes? Alors ça peut être vous déplacez à la maison, vous êtes disponible, vous faites des tutos vidéo, comme le disait Miguel, en faisant du contenu, vous montrez des photos de mariage réussis, voilà, quel est le petit plus? Et c'est important, ce petit plus, c'est pourquoi moi plutôt qu'une autre? Merci. Là, on est sur un cas aussi où il y a plein de services, mais il y a plein de cibles clients. Donc en fait, c'est un service, une cible. Et c'est pas parce qu'on se dit je vais faire un service, une cible, qu'on ne pourra pas changer ou agrandir son offre après. Mais là, si vous courez sur tous les chemins en même temps, au démarrage, je peux vous dire que ça ne marchera pas. Et moi, ce que je vous conseille aussi, donc le test and learn de Fred, très bien. Mais si vraiment vous ne savez pas trop par où commencer, prenez ce qui vous éclate le plus en premier. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins vous allez avoir la niaque, vous allez être motivé, vous allez y aller à fond, tout simplement. Alors, à retenir sur par où commencer. Donc, vous devez avoir clairement défini votre cible client. Vous devez être visible sur Internet, c'est important. Comme disait Lingen, qu'est-ce qui se passe là, aujourd'hui, quand vous tapez votre nom et votre prénom dans Google? Et vous devez être authentique et unique. Tout le monde est unique. Sauf qu'à un moment, pourquoi on ne l'est plus? Parce qu'on veut ressembler aux autres. Donc il faut retrouver son unicité. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout le monde est unique?
Il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main. J'ai entendu plein de oui. Oui, oui, ça va. Alors, ok. Donc comment on fait? Parce que faut assumer un petit peu ça. Faut assumer son unicité. C'est tellement plus confortable de ressembler à tout le monde. C'est vrai que d'un côté on se dit je veux qu'on me voit, mais d'un autre côté on se dit je veux pas trop qu'on me voit quand même. Donc on va voir avec Lingen et avec Selma comment est-ce qu'on peut vous aider à assumer votre unicité. Je vais rebondir justement sur ce que tu viens de dire, Morgane, parce que vous allez me dire si ça résonne en vous. Et moi, je sais que je me suis vraiment rendu compte, surtout en devenant entrepreneur, même si ça a monté avant, qu'on est dans une culture qui a ses avantages et qui a aussi son inconvénient dans le sens où depuis qu'on est petit, à l'école, dans le travail, etc., être soit ok mais pas trop. C'est un peu ça déjà. Et il y a aussi le souci qu'on nous met toujours face à ce qu'on ne sait pas faire en fait. Nos faiblesses, que ce soit à l'école, faut retravailler ça. Dans le travail, voilà, faudrait que tu fasses des formations sur telle ou telle compétence. Mais il y a des sociologues, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui fait quoi, les études, etc., mais qui ont montré qu'en fait, le souci, c'est que même plus aujourd'hui on a des responsabilités et des postes importants, moins on se sent sollicité pour ses compétences en fait et ce qu'on aime vraiment faire. Et on se retrouve, on trimballe ça aussi dans l'entrepreneuriat. Donc je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'il y a des auteurs qui s'appellent Buckingham et Clifton qui ont lancé il y a quelques années ce qu'ils appellent la révolution des forces, la révolution des points forts, pour dire en gros vos faiblesses que vous savez pas faire. On s'en fout, sachez déjà quels sont vos points forts en fait. C'est vrai que quand j'ai vu ça, je dis, je pense comme chacun d'entre vous, si je vous dis quels sont vos défauts, vous faites la liste en 3 secondes, quels sont vos points forts et vos qualités qui comptent dans le travail, quels sont vos points forts et en quoi ça impacte votre manière de travailler, qu'est-ce que vos points forts de votre personnalité, de votre parcours, de vos goûts, de vos expériences, quels sont-ils, et pas juste pour faire votre portrait, mais qu'est-ce que ça change dans votre manière de travailler? Qu'est-ce que ça apporte comme atome crochu avec vos clients, avec vos collègues, avec votre manière de faire les choses? Donc, c'est pour ça que travailler son positionnement, ça se travaille vraiment. C'est une vraie introspection que je vous amène à faire, parce que c'est en ayant vraiment conscience de vos points forts que vous allez pouvoir mieux choisir avec qui vous voulez travailler, sur quel sujet, que vous pouvez affiner ça aussi, et même au niveau de vos produits et services. C'est pour ça que moi ça m'agace un peu quand on parle des systèmes à copier-coller au niveau des business models, etc. C'est que ce qui marche très bien pour vous ne va pas forcément marcher du tout pour vous là-bas, parce que vous n'avez pas les mêmes points forts, donc vous n'avez pas les mêmes appétences. Et valeurs. Valeurs aussi. Pour assumer son unicité, moi ce que je vous proposerais, c'est déjà d'être la même personne dans votre vie perso et votre vie pro, c'est plus simple. Souvent, on a une double personnalité, on se dit qu'au travail il faut être comme ça, et puis dans la vie perso on est comme ça. Et en fait, ce que tu présentes comme ressource, Selma, c'est top. C'est un livre et un test que j'ai fait, ça s'appelle StrengthsFinder de Clifton. StrengthsFinder, donc trouver le trouveur de force. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent on se dit mes qualités perso n'ont rien à voir avec mes qualités pro. Alors on n'a pas Jérôme Moirot, mais lui va parler de soft skills et de hard skills. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux notions, mais vous avez des compétences dures, des compétences techniques dans la vie, et en fait dans votre business, vous allez mettre que ça en avant. Vos compétences techniques, alors moi je sais faire du graphisme 3D avec telle technologie, je fais de la programmation en JavaScript, nanana. Et vous oubliez vos compétences douces, vos compétences humaines, ce qui vous différencie et aussi ce qui vous valorise. Et le jour où vous arrivez à aligner qui vous êtes dans votre vie personnelle avec ce que vous faites dans votre vie professionnelle, là vous allez être totalement en phase. Vous n'aurez pas cette double personnalité qui est fatigante et vous allez vous autoriser à sourire dans vos vidéos. Vous allez vous autoriser à raconter des anecdotes qui a priori n'ont rien à voir avec le business,
Mais c'est parce qu'on oublie parfois qu'en face de nous, on a des êtres humains. Et en fait, j'ai envie de vous dire, quand vous présentez là, si vous devez vous présenter à votre voisin, généralement, on le fait différemment que si on le présente sur Internet. Parce que sur Internet, on va dire, oui, en mode, c'est quoi mon CV, quoi. Mais dans la vie, tous les jours, vous allez dire, bon, comment ça va et tout, ah, tu habites où, je viens, voilà. Votre style vestimentaire peut en dire quelque chose sur vous, votre coupe de cheveux, vos bijoux, je sais pas. Et puis, vous allez vous présenter plus naturellement, comme si c'était une discussion. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire, à vous présenter sur Internet, plutôt sous une forme de discussion, comme si vous avez des vrais êtres humains en face de vous, et c'est la réalité. Et de manière plus pratique, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure, c'est de créer du contenu, et de créer du contenu sur un format qui vous met à l'aise. Si je vous parle de vidéo, la plupart des gens sont là comme ça, ah, j'aime pas la vidéo. Bah déjà, vous n'avez pas testé, ça se peut, vous allez aimer, et la première vidéo, vous pouvez pas aimer, c'est normal. Il y a une loi universelle qui fait qu'on peut pas aimer sa première vidéo, on peut pas supporter sa voix, d'accord, c'est normal. Mais testez. Vidéo, audio, écrit, même des photos, des images. Et plus vous allez publier de contenu, plus on va pouvoir vous définir et plus vous allez être à l'aise parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez vous retrouver en vacances, publier une photo et vous n'allez plus faire la séparation entre votre vie perso et pro. Et je sais que ça peut faire peur. Et là, vous allez vraiment assumer facilement qui vous êtes. C'est très très juste ce que tu dis, Lingen. D'ailleurs, pour anecdote, moi une fois j'ai eu une personne qui est venue me voir qui m'a dit « Je comprends pas Morgane, ma page Facebook elle marche pas ». Je lui ai dit « Ah bon ?» Il fait « Ouais, quand je poste un truc, alors sur mon compte perso j'ai plein de cœurs, de likes et tout, et dès que je poste sur le pro, j'ai plus rien. » Je regarde, donc je vois un post d'une personne enjouée, qui met du cœur, ça c'est sur sa page perso, ouais je suis super contente parce que je vais faire un atelier nanana avec des petits émoticônes et tout ça. Et sur sa page pro, il y avait écrit rendez-vous 14h atelier qu'on peut faire. J'ai dit bah écoute, à mon avis, comment on peut faire, bah, sois toi-même, sois authentique, et puis pas tout ce que vous publiez sur le perso ne va aller sur le pro, mais vous voyez le truc, il faut pas être en mode être humain et robot de l'autre côté. Les gens, ils veulent avoir des êtres humains en face d'eux. Est-ce que vous avez des questions sur votre unicité, votre différenciation? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se dire, moi, j'arrive pas à savoir quelle est mon unicité à l'heure d'aujourd'hui. Tout le monde est... Ok, alors je vais récolter tous les réseaux sociaux, je vais aller voir. Qui fait quoi? Moi j'ai dit que je... Toi oui? Non, moi j'ai dit que je vois pas du tout. Ouais. Ah, tu vois pas du tout? Ouais. Alors, tu vas prendre des micros? Tu vas nous expliquer? Où est-ce que tu en es? Non. Personne alors? T'es sûr que tu veux pas? Je sais pas quoi dire. Moi, je sais quoi dire. Ah. Alors moi, je pensais tout savoir sur mes qualités et mes défauts. C'est le contraire. Et j'ai fait récemment un bilan de compétences. Et j'ai découvert des trucs que j'imaginais même pas. Je me croyais empathique, je me croyais Mère Teresa. Et j'ai découvert que je pouvais être intrusive, que je pouvais être dérangeante. Et du coup, j'étais complètement choquée. Et donc, pour pouvoir répondre à des problématiques, à des personnes qui justement ne savent pas se positionner, je leur conseille vraiment de faire, parce qu'il y a aussi des points positifs qui sont ressortis quand même des bilans de compétences, de faire vraiment soit du coaching en développement personnel, de se faire accompagner par un coach en développement personnel pour savoir qui on est, soit de se faire, si on est encore en entreprise, financer un bilan de compétences. Et c'est très, très, très aidant sur la manière de se positionner. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Absolument, d'ailleurs il existe un formidable outil qui s'appelle l'Ikigai. Jordan, tu peux nous dire deux mots là-dessus? Ouais, non, en fait, il y a juste... c'était dans quel cas dans ton bilan de compétences? Entreprise. Ouais, donc c'était quel objectif? Celui de me reconvertir. Ouais, donc ça aboutit sur quelque chose? Oui, parce que je suis là. Ouais, ça aboutit sur un projet professionnel? C'est ça. D'accord. En fait, la question que mes camarades ne posent pas et qu'on devrait déjà aussi vous poser, c'est il y en a combien qui veulent se mettre à leur compte en tant que travailleur autonome? Peut-être que...
La définition de travailleur autonome, c'est... Donc vous mettre à votre compte, être indépendant, voilà, vous travaillez en mode freelance, vous êtes à votre compte. Ouais. Il y en a combien qui veulent créer une entreprise et recruter des personnes? Ouais, ok. Donc j'entends des gens qui l'ont déjà créé, ok. Vous avez dû remarquer, il y a pas mal d'entreprises ou de start-upers. Quand vous inscrivez à une newsletter d'une entreprise ou d'une start-up, vous avez souvent des emails d'une personne qui fait partie de la start-up. Vous allez avoir, je sais pas, Jean-Jacques de machinbidultruc.com, ceci de machinbidultruc.com. On personnalise de plus en plus les relations. Donc quand vous êtes entrepreneur, là de toute façon vous avez besoin aussi de jouer la carte de l'humain. Vous créez une entreprise avec plusieurs personnes. Et quand vous êtes travailleur autonome, vous jouez aussi la carte de l'image personnelle que vous mettez en avant. Mais ça ne veut pas dire que si on vous refuse votre offre, que c'est votre personne qu'on refuse. Il y a parfois une confusion entre l'être et le faire. Donc votre positionnement, il doit être d'une certaine manière, mettre en avant votre avatar professionnel, si vous voyez un petit peu le truc. C'est qu'il y a de manière qu'il n'y ait pas une confusion entre vous, la personne que vous mettez en avant, votre image professionnelle, et puis la personne que vous êtes réellement. Moi, dans ma valeur ajoutée, pour définir mon positionnement, j'ai mis ma personnalité, parce que je suis un petit peu franc du collier, j'utilise un petit peu des termes qui ne sont pas, disons, politiquement corrects avec mes clients, et que ce soit aussi bien en entreprise qu'en particulier, ou même quand je suis avec des étudiants. Donc je suis un petit peu rentre dedans, mais ça fait moi ma personnalité, donc c'est déstabilisant au début, mais finalement, c'est du moment qu'ils ont le résultat, les gens, ils s'en foutent un peu de la manière que j'ai de parler ou de me fringuer ou de me présenter. Parce que c'est mon unicité. Et là où il est important en fait de bien savoir où est-ce que vous vous positionnez, c'est déjà est-ce que votre image en tant que personne va impacter votre offre ou va impacter votre communication. Après, si vous êtes une entreprise et que vous vendez des services et qu'il y a d'autres personnes, vous trouvez une personne qui sera, je sais pas, le référent de la communication et qui peut-être portera aussi l'image de votre entreprise. Merci Jordan. Alors, pour assumer son authenticité, Pour assumer son authenticité, vous devez comprendre que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. J'ai pas entendu. Personne. Merci. Vous devez développer votre business à partir de votre pourquoi. Et vous devez vous concentrer sur un marché cible en particulier. Alors avec tout ça maintenant, ok, vous avez peut-être une idée là, maintenant. On est pas mal, le positionnement se dessine, mais comment on sait qu'on a bien choisi ce positionnement? Comment on sait si le positionnement est bon? Donc on va voir ça avec Jordan, avec Fred et avec Adrien. La vérité qui compte, c'est celle du terrain. C'est vos clients, les personnes qui vont utiliser votre service ou faire appel à vous. Et du coup, les premiers réflexes qu'on donne généralement, c'est d'aller interviewer sur le terrain les différents types de personnes. Et pas que les personnes qui utilisent le service ou le produit, mais les personnes aussi qui ont arrêté, ou qui vous ont dit non, ou qui vous ont dit c'est pas adapté pour moi. Et ça, c'est un travail à faire, d'aller faire des feedbacks, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre de votre temps pour aller interviewer les cibles que vous avez pour votre produit ou votre service. Les premières choses, vous pouvez prendre 3 clients, leur demander ce qui leur a plu dans l'utilisation du produit, du service, dans l'achat et autres. S'ils auraient payé même différemment, et même pourquoi pas, commencer à leur parler d'une évolution de l'offre et d'apprendre d'eux. Donc d'apprendre de leur utilisation de votre service ou de l'achat du bien que vous mettez à leur disposition. Et après, vous faites le même travail avec des personnes qui ne vous ont pas utilisé ou qui vous ont refusé votre offre en leur demandant juste un quart d'heure pour leur demander pourquoi, est-ce que c'était le prix, est-ce que c'était le positionnement, s'ils ont choisi un concurrent, pourquoi ils ont préféré ce concurrent à vous. Et ça, c'est une vraie richesse que vous aurez en interviewant les différents interlocuteurs avec qui vous pouvez travailler dans le cadre de votre projet. Fred? Ah pardon, Jordan, vas-y. Il y a un point qui est super important pour vous, pour être sûr que vous êtes déjà sur le bon positionnement.
c'est un croisement, c'est l'intersection entre ce que vous faites naturellement bien, là où vous éprouvez du plaisir à faire les choses et où vous obtenez des résultats. Donc ce croisement aussi avec le marché. Donc partir des faits, hein, pas partir uniquement que d'un ressenti ou d'une émotion ou de vos sources de plaisir, mais de savoir où est-ce qu'il existe aussi un besoin en tension, où est-ce que les gens seraient susceptibles de vous payer pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Mais mettre l'accent sur le bénéfice et la valeur ajoutée et de façon à ce que vous soyez cohérent avec ça. Parce que moi j'ai tendance à dire que si vous êtes en train de bloquer par rapport à une idée, une action ou une personne, c'est que vous êtes en incohérence avec cette idée, ce projet, cette action ou cette personne. Donc c'est important pour vous d'être toujours cohérent avec la personne que vous êtes, là où vous avez envie d'être, et puis vos sources de plaisir. Alors moi je vais essayer de retourner sur les méthodes pratico-pratiques, parce qu'en fait c'est les techniques de growth hacking, c'est ça, c'est essayer d'avoir des méthodes astucieuses pour là ici tester son marché, mais également trouver des clients. Alors je vais lister une petite dizaine de méthodes. Alors la première, c'est éviter l'effet Top Chef. Je pense que vous avez été assez au courant de l'émission. Cette émission a vraiment véhiculé une émotion et une volonté de plein de gens de devenir restaurateurs, cuisiniers. Et puis il y a eu la réalité du terrain, et là c'était plus dur quand on se retrouve au coup de feu, avec les horaires décalés, etc. Donc vraiment, la première méthode, et vraiment c'est ce qu'il faut faire pour éviter l'effet Top Chef, c'est d'aller essayer. Un de mes amis par exemple, vous s'était dit, waouh, j'adore ça, j'adore la cuisine, je vais monter ma boîte, je vais faire un truc, on va être bio, tous les flacons vont être bio, ça va être de la livraison à domicile, les produits je vais les choisir. Donc là il choisit une USP en disant voilà, mes produits sont bio, livrés dans les flacons bio, c'est réutilisable, etc. Bref, un USP, quelque chose qui est vraiment différent. Et puis il a dit, bon je vais me lancer, tout ça. J'ai dit, mais est-ce que tu as déjà travaillé dans un resto? Ah bah non, mais bon, j'aime bien la cuisine. Et j'ai dit, bah alors, la première chose c'est que tu vas commencer à aller bosser dans un resto. Et donc une solution très simple, c'est d'aller voir des franchises. Vous allez voir une franchise et eux, ils cherchent toujours des franchisés. Et donc vous pouvez travailler pendant 1 jour, 2 jours chez un franchisé et tester. Ça c'est la première astuce hyper simple. Tester au travers d'un franchisé. Deuxième chose, c'est ce que tu as dit il y a 2 secondes, tester la tendance du marché et le volume du marché. Donc vous utilisez un outil par exemple comme Google Trends, les tendances de Google. C'est un truc qui vous permet de taper un mot-clé, par exemple coach sportif, hein, ou peu importe, ou maquillage à domicile, Google Trends, tendance de Google. Et en fait, il va vous dire quelle est la tendance de Google tendance de recherche sur le moteur de recherche de Google sur les X années. Et si vous voyez que la courbe est en train de baisser un petit peu, à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment de s'y mettre. Donc Google Trends, et en même temps, vous utilisez des outils comme SEMrush ou même Google AdWords pour estimer le nombre de recherches qui ont été faites. Vous pouvez même rechercher au niveau d'une ville, par exemple, je sais pas, Paris, Marseille, Lyon, Vigne-sur-Seine, et vous regardez combien de personnes tapent, par exemple, maquillage à domicile ou même maquillage. S'il y a très peu de personnes, s'il y a 50 personnes qui tapent ça sur Internet, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément de monde. S'il y en a 2000, je dis, ah, ouais, ça peut être intéressant. L'autre point, c'est le crowdsourcing. Le crowdsourcing, c'est ce que c'est. Vous allez tout simplement aller sur des sites comme Kickstarter et vous allez monter votre projet. Si vous avez une différenciation, par exemple, sur le maquillage, moi je vais lancer par exemple du maquillage en entreprise ou du maquillage personnel pour un événement, un anniversaire. Vous dites, bah voilà, je cherche à financer mon entreprise ou mon projet et les premières qui vont commander vont avoir X euros de réduction. Autre point, tester sur les carrefours d'audience. Les carrefours d'audience, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous voulez vous mettre à la beauté et au maquillage, essayez Groupon. Alors Groupon, c'est assez arnaque au niveau des revenus, mais vous verrez tout de suite s'il y a des gens qui vont commander. Si vous vendez des produits physiques, simplement essayez le Bon Coin. Le Bon Coin, vous passez une annonce pour vos produits ou vos services ou n'importe quoi, vous verrez s'il y a de la demande ou pas. Alors bien sûr, avec le bémol que le Bon Coin, c'est vraiment du low cost, les gens sont pas prêts à payer, mais vous pourrez tester tout de suite votre produit. Si vous avez beaucoup de demandes et que les gens sont prêts à payer, c'est de la demande. S'il n'y a pas de demande, c'est pas qu'il faut changer ou pas insister. J'en ai parlé tout à l'heure, Facebook Ads. Vous avez juste à tester et cibler, vous dépensez 200, 300 euros en annonce, et tout de suite vous pourrez voir si votre produit marche. Un exemple, j'avais un de mes contacts qui voulait en fait tester tout ce qui était coaching au niveau des artistes, en particulier tout ce qui était, il disait, moi mes clients, c'est les rappeurs, c'est les danseurs, c'est les musiciens dans le domaine de la musique, mais plutôt rap, etc. Il dit, mais c'est qui tes clients? Il m'a dit, ouais, c'est les 3. J'ai dit, attends, c'est pas les 3, c'est des produits différents. Teste avec un ciblage, et il a testé donc 3 landing pages, c'est-à-dire 3 pages de vente qui présentaient son offre,
Et il y a eu le premier, je crois, qui était à 5-6% où les gens étaient intéressés, et le reste était du 0,5%, quasiment rien. Donc tout de suite, il s'est dit, non mais attends, j'arrête les autres qui ne sont pas intéressés, et je fais le truc qui est intéressé. Après, tu as dit auparavant le face-à-face. Vous allez voir des gens, leur demander, mais est-ce que vous êtes prêt à acheter mon produit? Et bien sûr, pas forcément en parlant que c'est votre projet, mais vous connaissez quelqu'un qui fait ceci, là. Et après, vous dites une phrase vraiment très importante à la fin, c'est si je vous donnais 1000 euros, ou 100 euros si c'est dans le maquillage, hein, si je vous donne 100 euros maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le dépensez pour faire du maquillage pour votre mariage, ou vous prenez un photographe, vous faites autre chose? Et si la personne vous dit, ben, avec les 100 balles, non, je vais faire autre chose, c'est que là, votre offre a encore un problème. Bien entendu, aussi, vous faites appel à un expert. Là, ça ne coûte pas très cher de demander à quelqu'un qui est déjà, je ne sais pas, fleuriste, vous voulez faire fleuriste, de dire, mais qu'est-ce que vous en pensez de mon boulot? Est-ce que ça vous paraît intéressant? Vous allez voir, vous discutez comme ça, vraiment, vous pouvez même demander sur LinkedIn, ou chercher des gens qui sont experts, est-ce que je peux discuter 5 minutes avec vous? Ou 10 minutes avec vous au téléphone, je vous invite à prendre un café, je vous invite au restaurant. Très simple, moi j'ai déjà fait, et ça marche très bien. Autrement, comme je disais, le test en mode un peu bourrin, vous allez balancer à votre liste d'emails ou à vos contacts sur LinkedIn, etc. votre proposition. Dites, tiens, je vais ouvrir par exemple mon institut de maquillage, je fais une promotion pour les premiers, est-ce que vous êtes intéressés? Si vous avez 0 personne qui commande, à ce moment-là, vous allez dire, oula, c'est peut-être pas le bon ciblage, c'est pas le bon truc, etc. Mais vous saurez tout de suite. Il faut y aller au départ en mode bourrin. Il faut vraiment dire, je ne vais pas passer des heures à faire mes cartes de visite, mon site internet, à peaufiner ceci, cela, si vous n'avez pas des clients. Autrement, regardez bien sûr sur les groupes et les forums, un groupe Facebook sur le maquillage, vous pouvez le faire de deux manière innocente. Voilà, je recherche quelqu'un qui pourrait faire du maquillage à domicile, vous en connaissez, et là vous pourrez voir s'il y a d'intérêt ou pas, ou alors vous dites, tiens, je veux lancer ma boîte de maquillage, voici mon site, qu'est-ce que vous en pensez, blablabla. Voilà, donc forum, site. Faites-vous l'avocat du diable également pour voir pourquoi les gens ne commanderaient pas. Bien sûr, vous pouvez aussi, si vous êtes dans l'e-commerce, tester un petit peu sur Amazon pour voir si les ventes sont importantes ou pas de produits. Ouais, voilà, je vous en ai donné quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Merci Fred. Ouais. Alors, je dirais que, Ok. Alors, à retenir de façon très succincte, parce qu'il n'y a absolument pas tout ce que vient de dire Fred, vous devez trouver le bon carrefour entre votre zone d'expertise, la demande du marché et ce qui vous fait plaisir. Vous devez pratiquer l'A/B testing et benchmarker la concurrence, bien évidemment, et faire du growth hacking. Donc là, Fred vous a donné une bonne liste d'outils sur ce sujet. On va faire juste, j'ai fait le tirage au sort, donc j'ai les résultats du concours. J'ai 6 gagnants. Alors, pour la formation que propose Jordan, on a Photo Laetitia. Alors Laetitia, je donnerai ton mail à Jordan, il t'enverra un mail avec les accès parce que c'est la formation sur internet. Ça te va? On a Stéphanie Durand pour l'accélérateur. C'est un accélérateur? Adrien. Non, plateforme. La plateforme pour être mise en avant en French Tech. Exactement. Stéphanie Durand, est-ce qu'elle est là? Donc pareil, je donnerai ton mail à Adrien. Il te fera un truc automatique, je pense, derrière. Vous allez vous débrouiller. On a Jonathan Sima, qui a gagné le livre de Selma, Internet est une table pour deux. Est-ce qu'il est dans la salle? Jonathan, le livre il est là. Pour le coup, là, c'est pas une formation en ligne, tu peux venir le chercher si tu veux. On a ensuite Justine Milessi pour le livre Gros Hacking de Fred. Est-ce que Justine est là? C'est moi. Justine, tu peux venir pour le livre de Fred. C'était pas des blagues, on les donne vraiment les cadeaux. je pensais pas du tout. Et on a, alors, j'espère que je vais pas écorcher le nom, Deamna, qui a gagné le livre de Lingen. Le guide du blogueur, tu peux venir le prendre. Et il nous reste Nadia Balancourt. Merci beaucoup. Et Nadia, tu as gagné une formation chez moi, donc je t'enverrai un email avec les liens d'accès. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on va juste faire, on est un petit peu en retard, je vous l'avoue, sur l'horaire. Mais on va quand même faire un dernier mot de la fin très très bref. Comme ça. Lingen,
Fred, Selma, Adrien et Jordan sur ce sujet. C'est parti. Moi, j'aimerais vraiment vous encourager à être dans l'action, vraiment. Et les choses prennent du temps, mais il y a deux scénarios. Il y a le scénario j'agis, j'essaye, je tâtonne, je pivote et ça prend du temps, ou je fais rien et ça prend du temps quand même. Donc je vous invite vraiment à prendre du temps dans l'action, parce qu'après il y a la réussite, et c'est le seul moyen de réussir, c'est d'être dans l'action. Donc voilà, j'ai rien d'autre en plus à vous donner comme encouragement que d'être dans l'action. Pareil. Merci Fred. Allez Selma. Alors, en plus d'être dans l'action, dans vos actions, je vous recommande vraiment à aller chercher par rapport à qui vous voulez être comparé. Pour en revenir au positionnement, on a dit c'était quelle est l'image qu'on veut donner. Donc on pense souvent aux concurrents comme voilà, quelque chose d'un peu menaçant, mais dans la réalité, quel que soit votre domaine, votre prospect, votre client, votre collègue, votre partenaire, il ne va jamais hésiter qu'entre vous et vous. Donc vous voulez qu'il hésite entre vous et qui en fait? Parce que c'est là que vous êtes bien positionné quand on hésite entre vous et quelqu'un avec qui vous voulez être comparé, associé. Ensuite, c'est là qu'il y a vos points forts, votre personnalité, tout ce qui est subjectif qui va entrer en jeu. Et généralement, même des entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience, on va leur dire en fait, à qui tu veux être associé, à qui tu veux être comparé, on ne sait pas forcément. Donc, si vous ne savez pas, cherchez. Vraiment, donc prenez une demi-heure, prenez 2 fois une demi-heure, 1 heure pour aller chercher par rapport à qui vous l'êtes positionné. Et si vous ne trouvez pas, continuez à chercher. Parce que parfois on me dit oui mais moi mon domaine c'est nouveau, si ceci, cela. Je vous garantis que votre futur client, votre prospect, encore une fois, il ne va pas hésiter qu'entre vous et vous. Donc continuez à chercher parce que vous allez trouver. Et c'est là que vous allez pouvoir faire vraiment passer le bon message aux bonnes personnes. Pour ma part, je donnerais un dernier conseil sur l'incarnation de votre marque. Il faut vraiment incarner votre projet et créer une communauté autour de cette incarnation. Toutes les marques se sont créées, ont commencé par 3 followers, 5 followers et ont grossi. Mais elles ont commencé parce que la personne en charge du projet l'a incarné. Ça peut passer par des vidéos YouTube. Vous dites salut mes follolos, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, comment j'ai avancé, etc. Mais essayez un maximum d'incarner votre projet, et le plus vous le ferez, plus la communauté grandira autour de ce que vous faites, et après vous en bénéficierez pour l'ensemble du développement de votre projet. Que dire N'ayez pas peur en fait de vous sentir légitime à faire les choses, parce qu'il y en a pas mal qui se lancent sans avoir le syndrome de l'imposteur, et vous vous lancez dans quelque chose, donc soyez légitime à faire les choses sans avoir ce sentiment de vouloir tromper l'autre, etc. Libre à vous ensuite, on est je sais pas combien de millions en France, à vous de voir quelle est la personne, enfin le côté de la personne, votre personnalité que vous souhaiteriez mettre en avant. Faites pas ce qu'on voit aussi, nous tous, on le voit tous, de voir des armées de clones, de coachs ou d'entrepreneurs ou de types qui vont avoir un copier-coller de ce qui se dit à côté dans la concurrence. Osez vous différencier tout simplement, et vous allez voir que ça paye. Moi, il y a plein de personnes qui me choisissent, et elles me choisissent aussi, elles viennent directement à moi parce que j'ai un discours qui n'a rien à voir avec les autres coachs ou les personnes qui font du bilan de compétences ou autre chose. Donc c'est pour ça, n'ayez pas peur de dire des choses pour bousculer un petit peu le statu quo et puis créer votre propre tendance. Donc toi tu parlais des États-Unis, moi je ne regarde pas les États-Unis, je regarde plutôt ce qui se fait en Europe, en Allemagne, en Europe de l'Est, pour aussi continuer à entretenir ce côté un peu différent de ce qu'on peut voir en France, aux États-Unis, un petit peu partout. Et parce que moi ça me correspond. Et dernier mot chez moi, essayez le plus possible d'arrêter d'aller chercher la validation des autres. Les avis des gens, en fait, il y aura toujours des avis différents, il y aura toujours des gens qui vous aimeront, il y aura toujours des gens qui vous détesteront. Le seul avis qui compte pour vous, c'est celui de vos clients.
parce que c'est à eux que vous voulez parler. Les autres, on s'en fout. Merci à tous d'être venus à cette conférence.